Mais d'abord, horizon 2023 et la question des politiques monétaires avec une nouvelle séquence qui a sans doute commencé pour la Réserve fédérale américaine et peut-être pour la Banque centrale européenne prochainement également. Julien Tisserand est à mes côtés en plateau. Bonjour Julien. Bonjour Grégoire. Vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Effectivement, 2022 restera l'année d'un resserrement monétaire des plus agressifs, des plus intenses depuis des générations maintenant. Néanmoins, les décisions de 2023 pour la Réserve fédérale américaine ne s'annoncent pas pour autant si faciles. Même si on entre dans une nouvelle phase, on n'aura sans doute pas 400 points de base de hausse de taux en 2023 du côté de la Fed, mais les prochaines décisions s'annoncent difficiles. Quels vont être un petit peu les termes de la conversation au sein d'une banque centrale comme la Fed dans les prochains mois selon vous, Julien ? Tout à fait, non, ça ne va pas être aussi simple que ça. On part, nous, dans nos scénarios, peut-être plus largement sur l'année 2023, sur une première phase de désinflation. Donc on va avoir des indices d'inflation annualisés qui vont baisser, passer de 8 à 10% à des inflations entre 4 et 5 à partir de la mi-année, qui va s'accompagner d'un pivot des banques centrales qu'on a pu commencer à voir dans les discours, avec des hausses de taux qui vont s'amoindrir au fur et à mesure du temps. On ne pense pas que la Réserve fédérale ira jusqu'à une pause formelle. On pense qu'elle va garder un filet de gaz de hausse de taux pour continuer à alimenter cette discussion du resserrement monétaire, pour ne pas desserrer les conditions trop fortement et défaire ce qu'elle a essayé de faire toute cette année en termes de remontée des conditions financières, de resserrement des conditions financières. Donc ça va nous faire une séquence qui, avec des 50 points de base de hausse de taux pour les réunions monétaires de décembre. Ça, c'est acté par les marchés et on ne s'attend pas de surprise là-dessus. Probablement soit 50 ou 25 pour les prochaines en janvier, probablement 25 BP, également en mars. Et après, on verra en fonction du trajectoire de l'inflation que je vous expliquais, qui est plutôt sur une tendance de désinflation, et aussi de la tenue ou de la bonne tenue de l'économie américaine. Pour l'instant, de ce côté-là, on est surpris globalement. Contrairement au pessimisme qui a dominé sur les marchés depuis l'été, on reste sur une économie très robuste. On voit un marché de l'emploi qui se tient encore très bien sur les derniers chiffres de vendredi, des créations d'emplois qui restent très fortes, une inflation salariale, et c'est là où il y aura beaucoup de questionnements pour la Fed, qui reste aussi élevée, et un secteur du service qui tient, une consommation qui tient bien, avec un secteur manufacturier légèrement en retrait. Mais ça, on pouvait s'y attendre après une très forte demande pour tous les biens de consommation durant 2020-2021. Ça veut dire que le risque pour la Fed... Alors, je mets de côté le scénario d'un crash de l'économie américaine. Il faut considérer peut-être cette probabilité, effectivement. Mais si on est dans l'idée d'un atterrissage en douceur ou d'une récession modérée, partant de niveaux de résilience importants que vous avez décrits pour l'économie américaine, le risque pour la Fed serait de se laisser aveugler d'une certaine manière par la première marche de désinflation qui va être spectaculaire. Tout le monde s'y attend. Et de se montrer peut-être trop rapidement complaisante par rapport à cette dynamique de désinflation. C'est une possibilité pour nous. Donc on a cette phase de désinflation, comme je disais, qui va se prolonger jusqu'à la mi-2023 assez facilement, avec des effets de base, beaucoup de désinflation de la part des biens durables. Ça va générer beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bruit. Exactement. Ça, on le prévoit. Et la Réserve fédérale commence à voir cela et à anticiper cela. La question qu'on se posera et que les investisseurs vont commencer à se poser, on pense à partir du deuxième trimestre et au milieu de l'année, ça va être cette bifurcation. Est-ce qu'on va revenir très rapidement à la cible de la Banque centrale, autour des 2%, ou rester sur un rythme d'inflation annualisé plus élevé, ce qui, rappelons-le, a historiquement été le cas dans toutes les périodes de forte inflation qu'on a pu connaître depuis plus de 100 ans. Donc on arrivera sur cette échéance et les marchés vont se poser cette question-là à ce moment-là. Est-ce que la Banque centrale prendra le risque d'avoir une acceptabilité que l'inflation ne revienne pas à la cible aussi rapidement qu'attendu, donc peut-être qu'en 2024, voire au-delà, ou devra-t-elle reprendre ses hausses de taux pour vraiment faire baisser cette inflation à sa cible? Et donc la question s'ouvrira à ce moment-là, en fonction également de d'où en sera l'économie. Pour l'instant, nous, on est en désaccord finalement avec le consensus du marché qui s'attend à des baisses de taux assez fortes à partir de la mi-2023. On a plus de 50 points de base pricés pour la fin de l'année 2023 de baisse de taux. Ça nous semble peu probable
pour l'instant, étant donné la résilience de l'économie américaine qu'on mettait en avant. Et également le manque de déséquilibre en fait dans l'économie. On n'a pas de secteur économique qui soit en fort déséquilibre. Le consommateur est plutôt en bonne santé, les entreprises également. Il y a moins d'endettement que par le passé, également chez le consommateur. On a aussi tous ces excès d'épargne qui ont été accumulés 2020-2021, qui finalement étaient difficiles à mesurer ou n'ont pas été forcément bien mesurés par le passé et aident le consommateur à absorber le choc inflationniste. On l'a vu cette année, la consommation est encore très bien tenue. Pour l'instant, cette épargne qui a été accumulée pendant la phase du Covid, elle est encore de quasiment 50% d'excès d'épargne. Le stock, et qui peut continuer en fait à prolonger le cycle et faire que la consommation tienne malgré le resserrement monétaire qu'on connaît. Les Américains épargnent beaucoup moins aujourd'hui, mais parce que le stock est encore très important. Et contrairement aux Européens, leur salaire et ce qu'ils gagnent est plus important et permet de maintenir la consommation. Si on a cette inflation qui baisse autour des 4 à 5%, on pourra avoir, avec des salaires à 4 qui restent autour de 4, 4,5%, on pourra avoir un effet qui se compense et qui maintient le cycle en vie. Non, mais si je résume un peu l'idée, tout le monde veut voir un soft landing de l'économie américaine. Il y a quelque chose de bancal à imaginer que l'économie américaine puisse atterrir en douceur et que dans la foulée, la Fed puisse baisser ses taux rapidement en deuxième partie de 2023. Il y a un point de contradiction dans le consensus de marché qui n'est pas encore résolu. Exactement. Ça va être l'enjeu de 2023. Ouais. Si on en vient à la Banque Centrale Européenne, alors partant toujours d'une situation plus compliquée, évidemment. Qu'est-ce qui va guider les prochaines décisions de la BCE ? Vous l'avez dit, la semaine prochaine, ce sera sans doute 50 points de base, actés et endossés notamment par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, membre important du Conseil des gouverneurs. La nouveauté pour la BCE en 2023, ça va d'abord être l'implémentation d'une réduction passive du bilan. Ce qui est déjà en place aux États-Unis, mais qui va être une première en zone euro. Exactement. Dans nos calculs, on doute que l'impact soit massif. On pense que la BCE, et ça a été confirmé par de nombreux membres de la BCE qui sont venus dans des discours récemment acter ça, il va y avoir une volonté de ne pas choquer les marchés et de faire ça en douceur avec éventuellement une phase de ramp-up, si je peux me permettre en anglais, montée en puissance. Comme montée en puissance, comme l'a fait la Fed. Donc on peut imaginer un démarrage assez bas en régime et au fur et à mesure que les marchés absorbent cette information-là, on peut imaginer une remontée des niveaux avec peut-être des caps de réinvestissement comme on l'a connu aux États-Unis. Également, je mentionnerai que on voit très clairement depuis la mi-2022 avec ce programme qui a été mis en place de mécanismes pour protéger les pays de la périphérie contre des écartements de rendement trop forts et des hausses de taux trop fortes sur ces pays-là, avec le mécanisme qui a été mis en place à l'été. On voit très clairement que la BCE ne veut pas fragiliser ces pays davantage, d'où l'idée d'avoir un quantitative tightening, donc passif, mais d'ampleur mesurée. C'est clairement quelque chose qui veut être acté par les faucons de la BCE, donc notamment du côté de l'Allemagne très fortement, et en échange, un démarrage probablement plus tôt que prévu. On pensait peut-être un démarrage au deuxième trimestre. C'est probablement plutôt la fin du premier trimestre, soit février, soit mars, qu'on verra ce début de quantitative tightening. On attend une communication précise, sans doute, de la part de la BCE Tout à fait. sur ce dispositif-là, cet aspect-là de la normalisation de la politique monétaire la semaine prochaine, le 15 décembre. Et je rajouterais que ça, dans nos stratégies d'investissement, de tout ce qu'on a pu dire à la fois sur ce quantitative tightening qui sera sûrement pas aussi massif qu'attendu, et des banques centrales qui ont pivoté, qui font des hausses de taux moindres que ce qu'on a connu, on s'attend à une baisse globalement, une stabilisation de la volatilité sur les taux d'intérêt qui a été très très élevée cette année. Et ça favorise pour nous un retour sur la sensibilité aux taux. Même si on s'attend encore à des hausses de taux, comme elles seront plus mesurées, avoir un portage sur des taux d'intérêt qui sont plus hauts, des rendements plus intéressants, on a un retour sur la classe d'actifs qui nous paraît adéquat, et plus spécifiquement sur le crédit de bonne qualité, qui aujourd'hui a des rendements à 3,75, 4%, qui nous semblent attractifs et suffisants pour absorber des chocs éventuellement économiques qu'on n'aurait pas pu percevoir.
Et on peut aller chercher sur ces marchés-là plus de duration et des maturités un peu plus moyennes, voire longues, Julien ? Alors nous, dans nos stratégies, on avait eu tendance depuis le début de l'année à chercher des maturités longues pour être, en tout cas sur les obligations gouvernementales, pour se protéger des hausses de taux sur les parties courtes. Très récemment, nous privilégions maintenant plutôt le centre de la courbe, les parties intermédiaires, 5 à 10 ans, qui nous paraissent toujours mieux que la partie très longue, qui nous paraît chère, et qui pourrait souffrir des émissions à venir à la reprise de l'année. On a beaucoup d'émissions qui vont arriver de nouveau sur les parties de crédit et également obligations gouvernementales, qui devraient repentifier légèrement les courbes de taux. Et également sur ce scénario que je vous mentionnais à mi-année, sur l'acceptabilité ou non d'une inflation structurellement un peu plus haute. Et pour nous, ça pourrait être un peu plus dangereux sur les parties longues de courbe qui se sont beaucoup renchéries. Donc ces parties intermédiaires sont à privilégier et les parties courtes restent compliqué à être très fortement investi dessus si la trajectoire de l'inflation ne descend pas aussi vite qu'attendu, et on pourrait repartir sur un scénario plus noir. Voilà. Cette question de l'objectif effectif que les banques centrales peuvent avoir en termes d'inflation, alors c'est une conversation qui est déjà très documentée dans le monde académique. Tout à fait. C'est pas une conversation qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est un banquier central en charge, mais c'est une conversation qui aura lieu peut-être à un moment l'an prochain, Tout Julien ? à fait. Nous pensons qu'il n'y aura pas de changement de la cible d'inflation. C'est trop compliqué à acter. Par contre, il y aura une acceptation tacite que l'inflation pourrait mettre plus de temps à redescendre à la cible. Et qu'au lieu d'un retour à 2023, fin 2023, début 2024, c'est quelque chose qui sera repoussé à fin 2024 ou au-delà, pour ne pas risquer une récession et préserver l'économie. Et cet enjeu-là, qui est aussi un enjeu très politique, va, pour nous, prédominer par rapport au retour à la cible, coûte que coûte. Merci beaucoup, Julien, pour cet éclairage sur l'horizon 2023, évidemment, en matière de stratégie des banques centrales et des prochaines décisions de politique monétaire qui sont attendues. Julien Tisserand, qui est avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.